Ma famille est installée à Villandry depuis plus de 100 ans et c'est moi qui au quotidien m'occupe de ce lieu. Je vis donc dans le temps long en quelque sorte, puisqu'il y a des éléments permanents à Villandry qui sont le château, l'église et ce petit vallon également que les hommes ont connu depuis des temps très anciens. C'est une grande gratification de pouvoir vivre ici au quotidien. Je suis là vraiment tous les jours, à toute saison, et en effet je ne peux pas m'empêcher de me dire que je suis sur les pas de ceux qui m'ont précédé, et notamment Jean Breton, ce grand commis de François Ier qui s'est pris de passion pour Villandry et qui a, à partir de la forteresse médiévale, créé ce très beau château Renaissance autour de 1530. J'ai voulu en savoir plus et j'ai voulu partager avec vous le détail de l'œuvre de Jean Breton, notamment de son parcours architectural à Villandry. Les châteaux que vous visitez, ce sont les témoins d'une histoire architecturale qui, parfois pour les historiens, est assez complexe. Donc notre métier, c'est d'émettre des hypothèses à partir d'une documentation. La difficulté pour Villandry, c'est justement qu'on a très peu de documentation d'époque. C'est donc dans la pierre qu'il faut aller enquêter pour essayer d'établir les différentes strates historiques. Et on a bénéficié pour cela du regard expert de 2 historiens qui ont permis de formuler des premières hypothèses d'une histoire du château au XVIe siècle. En 1533, Jean Breton acquiert une demeure qui se compose d'une haute tour maîtresse et d'une tour de latrine. Les deux existaient déjà au début du XVe siècle. La tour maîtresse abritait des espaces d'habitation qui étaient éclairés par des demi-croisées et des ouvertures simples. Le sommet de la tour est couronné par un parapet crénelé qui s'appuie sur des mâchicoulis dont le linteau est décoré par des trilobes. Les niveaux de la tour étaient desservis par un escalier en vis et elle devait être surmontée d'une haute charpente d'ardoise conformément au modèle de l'époque. Au pied de la tour maîtresse étaient disposés 2 bâtiments en équerre qui accueillaient le logis du seigneur, la grande salle et d'autres espaces que l'on retrouvait couramment dans les demeures nobles de l'époque. Ces corps de logis n'ont pas laissé de traces archéologiques, donc on suppose qu'ils devaient être sur 3 niveaux et qu'ils étaient éclairés par des travées de fenêtres à croisées et des petites lucarnes. À l'ouest, le corps de logis devait être desservi par une tour d'escalier qui était construite hors œuvre et qui constituait l'entrée principale du château. Depuis la cour, on accédait par une ou plusieurs entrées à des espaces qui avaient été creusés sous le coteau, qui accueillaient des fonctions de stockage, d'approvisionnement très certainement. Au nord, on suppose que la cour devait être fermée par un mur de clôture qui n'était pas plus haut que le premier niveau et qui était percé par une entrée à laquelle on accédait par un pont dormant depuis la basse-cour. On sait comment cette basse-cour était configurée grâce à un plan du milieu du XVIIIe siècle, mais pour l'époque de Jean Breton, on n'a pas véritablement d'idée sur sa configuration. On suppose qu'elle était plus vaste et qu'elle avait une organisation différente. Depuis cette basse-cour, on pouvait aussi accéder aux espaces troglodytes. À cette époque, autour du château, le haut du coteau est occupé par des bois et des vignes, et en contrebas, on retrouve des espaces cultivés et des habitations. C'est Jean Breton qui donne véritablement à Villandry son visage Renaissance. Alors il commence tout d'abord par faire construire une nouvelle aile à l'est. Cette nouvelle aile s'organise sur plusieurs niveaux. Un portique d'arcade, surmonté d'une galerie éclairée par des demi-croisées et des combles ouverts par des lucarnes. Alors avant cela, Jean Breton fait creuser le coteau pour installer une grosse tour d'escalier qui permettait de desservir les différents niveaux de l'aile, et notamment une coursive qui longeait le coteau jusqu'à une tour d'angle qui a pu servir de belvédère. L'ensemble de la façade se part d'un décor caractéristique de la Renaissance. À l'ouest, la façade extérieure est repoussée, la tour d'escalier est décalée dans l'angle, et la façade intérieure bénéficie d'un nouvel alignement. Jean Breton modifie le corps de logis qui calque son organisation sur la nouvelle aile. Un portique d'arcade, surmonté d'espaces d'habitation éclairés par des croisées,
et des combles ouverts par des lucarnes. À l'extrémité de ces nouvelles constructions, Jean Breton fait aménager des faux pavillons. Ces deux faux pavillons sont assez caractéristiques du château Renaissance. On parle de faux pavillons parce que lorsqu'on les regarde de l'extérieur, ils se distinguent du reste du château, notamment grâce aux toitures. Mais lorsque l'on rentre dans la cour et que l'on observe les façades sont continues et les confondent avec le reste des bâtiments. Si on se réfère à des modèles existants à l'époque, le pavillon gauche pouvait accueillir la chapelle. Entre les deux pavillons, on érige un nouveau mur de clôture qui ferme la cour. Devant ce nouveau mur est construit un parapet qui est rythmé par 4 bastions qui symbolisent une défense miniature, bastions qui s'appuient sur des culs de lampe richement moulurés. Jean Breton donne très probablement à la basse-cour l'aspect qu'on lui connaît grâce au plan du milieu du XVIIIe siècle. Au sud, Jean Breton n'a très certainement pas modifié cette tour maîtresse, qui est le symbole de sa puissance seigneuriale. La façade extérieure a été trop remaniée au cours des siècles pour savoir si elle a reçu elle aussi une ornementation Renaissance. En revanche, Jean Breton a dû conserver 2 fenêtres à double croisée qui lui auraient permis d'admirer les jardins qu'il a fait aménager au sud de son château. Pour accéder à ces jardins, on suppose que Jean Breton empruntait un passage creusé sous le coteau, qui débouchait sur une allée au bout de la douve et qui longeait le coteau le long peut-être des premières orangeries. Jean Breton n'intervient pas sur les espaces environnants, le haut du coteau est toujours occupé par des bois et des vignes, et en contrebas on retrouve des espaces cultivés et des habitations. Finalement, Jean Breton conserve la structure médiévale, mais apporte au château un visage résolument Renaissance qu'il fait basculer vers la modernité. L'histoire de Villandry ne s'arrête pas sous François Ier avec Jean Breton. C'est à partir de 1760 que des modifications interviennent à Villandry. En effet, son nouveau propriétaire, Michel-Ange de Castellane, agrandit le jardin, lui donne un aspect plus à la française, plus à la Versailles si on veut, et crée de très beaux communs dans un style très Louis XV. Au XIXe siècle, Jérôme Bonaparte sera brièvement propriétaire de Villandry, puis une famille qui s'était enrichie sous le directoire, la famille Ingerlo, et qui, elle, créera un grand parc à l'anglaise, qui ne cadrait plus tout à fait avec l'architecture Renaissance du château. En 1906, donc c'est mon arrière-grand-père Joachim Carvalho, aidé de son épouse Anne Coleman, tous les deux étrangers, lui espagnol, elle américaine, qui décident de restituer à Villandry son ordonnancement du XVIe siècle. Dans un premier temps, il restaure le château, qui avait été modifié par le marquis de Castellane, puis il recrée des jardins dans l'esprit de la Renaissance en remplacement du parc à l'anglaise créé par la famille Ingerlo. Aujourd'hui, je suis très heureux de poursuivre l'œuvre familiale, de continuer à embellir Villandry, de l'ouvrir très largement à vous visiteurs qui êtes les mécènes de ce lieu.